Bonjour à tous. Vers le milieu des années 2010, aux États-Unis, une nouvelle contre-culture de droite radicale s'est développée sur Internet. Les principales figures de cette nouvelle tendance écrivaient le plus souvent sous pseudonyme, se faisaient appeler Mencius Mollburg, Bronze Age Pervert ou H.P. Lovecraft, et comme les prédicateurs islamistes en Europe au même moment, ils empruntaient leur style à la science-fiction, à des films comme Matrix, et faisaient référence aussi à des penseurs postmodernes. Leurs idées étaient à la fois très contemporaines et très anciennes, puisqu'il s'agissait de rétablir la monarchie, d'abattre la démocratie, d'instaurer parfois une théocratie, l'eugénisme et de rétablir les inégalités entre hommes et femmes. Et passionnés par la technologie, ils se réclamaient aussi d'une longue tradition antirationnelle et anti-lumière née en Europe 2 siècles plus tôt en réaction à la Révolution française et portée par des écrivains comme Joseph de Maistre, Spengler, Thomas Carlyle, Julius Evola, Carl Schmitt, qui tous dénonçaient la décadence de l'Occident et la nécessité d'une régénérescence, idée qui allait nourrir les fascismes au XXe siècle. À partir des années 2020, l'audience de ces nouveaux auteurs américains fascisants, d'abord marginaux, n'aurait cessé de s'élargir aux États-Unis au point d'élaborer le cadre théorique de la révolution autoritaire engagée par Donald Trump depuis 2024. Alors que la première victoire de Trump en 2016 s'appuyait surtout sur une stratégie populiste, le nouveau Trump serait ainsi façonné par ce courant techno-réactionnaire post-libéral, irrationnel et fascisant. Telle est du moins la thèse d'un livre dont on parle beaucoup en ce moment, Les Lumières sombres, par Arnaud Miranda. Bonjour Arnaud Miranda, c'est donc de ce livre qu'on va parler aujourd'hui. Vous êtes formé en théorie politique, vous avez travaillé votre doctorat porte sur la décadence, sur les penseurs de la décadence, en Europe essentiellement les auteurs dont je viens de parler. Comment est-ce que partant de là, vous êtes arrivé à ces auteurs a priori marginaux qui étaient ceux que j'ai nommés, des Américains comme Bronze Age Pervert, et là cette contre-culture d'extrême droite aux États-Unis? Tout d'abord, merci de me recevoir, je suis ravi. Alors la raison pour laquelle j'en suis venu à ces auteurs marginaux de la néo-réaction et puis dans un premier temps, disons, aux penseurs de la décadence en général, c'est parce que j'ai fait un mémoire de recherche en théorie politique à Sciences Po qui était donc consacré à 4 penseurs des années 20-30 qui s'attaquaient à la démocratie. En particulier, j'avais choisi de constituer un corpus d'auteurs assez différents entre eux, ou en tout cas qui avaient une théorie de l'histoire assez différente. J'avais choisi de m'intéresser à Spengler, Oswald Spengler, Julius Evola, Carl Schmitt et Vilfredo Pareto, avec l'idée de On va revenir sur eux tout à l'heure. Donc avec l'idée de s'interroger sur la raison pour laquelle ces auteurs discréditaient la démocratie. Et mon intuition, ce qui m'avait intéressé avant tout, c'était le fait qu'ils indexaient l'espace politique, l'espace démocratique à des lois naturelles ou métaphysiques plus larges. Donc ils réduisaient l'espace politique, ils l'empêchaient d'être un champ autonome, ce qui me semblait assez caractéristique des pensées modernes, en tout cas depuis la modernité politique. Donc je m'étais interrogé sur ce mouvement qui consistait à indexer l'espace politique sur une loi plus large. Et donc ça m'a mené sur la piste de la décadence, qui est précisément un lieu, ou en tout cas un motif intéressant, parce qu'il est à la jonction de réflexions très larges sur la temporalité métaphysique. Voilà, la décadence, ce n'est pas simplement la décadence des civilisations, c'est la décadence, ça peut être la décadence individuelle, la décadence du monde matériel. Donc à la lisière de cette conception de la temporalité et des pensées politiques très concrètes. En l'occurrence, on accuse très souvent, en tout cas du point de vue réactionnaire, la démocratie d'être décadente. Donc cette espèce de lieu entre la métaphysique et le politique, entre la temporalité au sens large et la temporalité politique, ça me semblait être un lieu de friction intéressant à étudier. Et comment vous êtes tombé sur l'extrême droite, sur ces blogueurs d'extrême droite américains au milieu des années 2010 ? Alors ça, c'est mon travail de thèse, en fait, qui m'y a conduit. Donc après ce mémoire de recherche que j'avais consacré à ces penseurs réactionnaires, j'ai découvert un peu de manière inattendue une sorte de résonance entre certaines pensées qu'on appelle un peu rapidement, c'est pas tout à fait satisfaisant comme terme, mais des pensées postmodernes, en l'occurrence chez Deleuze et Guattari, en particulier dans un livre qui s'appelle 1000 plateaux, qui me semble très important, une sorte de résonance étrange dans la manière de représenter l'histoire.
notamment C'est-à-dire notamment à partir d'un certain nombre d'usages de métaphores qui résonnaient étrangement avec certains auteurs réactionnaires, et notamment avec Oswald Spengler dans Le déclin d'Occident, notamment la tentation de présenter disons, le développement des civilisations à partir de métaphores végétales, une obsession pour les métaphores du territoire, de la terre, une obsession aussi pour les binarités qui, évidemment, chez Deleuze et Guattari sont troublées pour le mieux. Chez Spengler, c'était évidemment quelque chose comme un marqueur de la décadence. Donc j'ai essayé d'explorer cette étrange proximité dans ma thèse en essayant de défendre qu'il y avait eu quelque chose comme une circulation des métaphores réactionnaires de la décadence dans un corpus qui n'était pour le coup pas réactionnaire. En l'occurrence, chez Deleuze et Guattari, et dans une moindre mesure chez Derrida, qui échappe un petit peu aux effets, disons, antidémocratiques de ces métaphores dans sa pensée. Donc, ma thèse était en fait, le cœur de ma thèse, c'était de montrer cette circulation, cette reprise étonnante de métaphores de la décadence dans des pensées. On ne s'attendrait pas qu'elles reprennent cette idée de la décadence. Et en essayant de tirer ce fil vers le contemporain, je suis tombé sur... Alors j'ai plusieurs hypothèses pour essayer de réfléchir à l'actualisation contemporaine de ces idées, de ce motif, de ces métaphores de la décadence. J'avais initialement réfléchi aux réinterprétations réactionnaires de l'écologie, notamment par la nouvelle droite, qui me semblait combiner, hybrider étrangement ce motif de la décadence. Mais aussi, et c'est là où se loge la découverte, j'ai découvert donc ce penseur qui est Nick Land, qui a la particularité et la trajectoire intellectuelle très notable d'être passé du deleuzisme, donc de l'avant-garde culturelle de gauche dans les années 90, à des positions néo-réactionnaires, en tout cas on va dire au sens large réactionnaires, à partir fin des années 2000, début des années 2010 de manière explicite. Donc cette trajectoire disons, de deleuzisme à la réaction m'a semblé être un miroir intéressant, un effet boomerang en fait. On va parler en détail de Nick Land et des autres aussi. Nick Land, c'est à lui qu'on doit l'expression lumière sombre, Dark Enlightenment, qui sert de titre à votre livre. Mais avant d'entrer là-dedans et de voir si oui ou non ces penseurs néo-fascistes ou néo-réactionnaires, je ne sais pas comment il faut les appeler, influencent bel et bien la politique de Trump aujourd'hui, je voudrais qu'on revienne sur ce que vous venez de dire, en fait, sur cette articulation, le passage d'une forme de deleuzisme de gauche, dans le cas de Nick Land, clairement, à une forme d'extrême droite. Ce que vous dites au début et donc revenir sur l'origine de cette différence droite-gauche et de la naissance d'un mouvement réactionnaire qui s'est fait en France, en fait, au moment de la Révolution française. Ce que vous dites dans votre livre au début, c'est qu'il n'est pas si facile d'expliquer ce qui distingue droite et gauche. Et effectivement, c'est pas toujours évident. Vous remontez au débat de l'Assemblée constituante en 89. C'est l'origine physique du truc. Les révolutionnaires républicains sont placés à gauche du président, les partisans du maintien de la monarchie à droite. Bon, et puis les débats vont accoucher de trois tendances politiques qui vont créer la modernité politique et la modernité française. Les libéraux. D'une part, les révolutionnaires, même quatre, les révolutionnaires, les libéraux, les conservateurs et les réactionnaires. Vous pouvez élaborer un peu sur la différence entre les conservateurs et les réactionnaires ? Oui, alors ça, c'est vraiment le geste qui me semblait très important à poser avant toute chose dans ce livre. C'était une sorte d'établissement d'un certain nombre de catégories qui me semble essentiel si on veut comprendre déjà pourquoi est-ce que ces pensées doivent être nommées néo-réactionnaires et pas autrement, et pourquoi ça a un sens de reprendre ce terme au sens strict. Et donc c'est un travail qui évidemment comment dire, a son lot d'arbitraire d'essayer d'établir des catégories comme ça, mais je le vois vraiment d'une manière heuristique, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre les enjeux qui traversent, les tensions qui traversent ces pensées-là. Donc j'essaie d'établir disons, trois grandes catégories qui permettent de comprendre la diversité des pensées de droite. C'est ça que j'essaie d'introduire comme mouvement, c'est de dire on a tendance peut-être à concevoir la droite comme étant une sorte de grand sac informe. Oui, c'est ça. C'est particulièrement aujourd'hui, on considère qu'on a d'un côté la gauche et puis de l'autre côté la droite comme un seul bloc. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué, historiquement, politiquement et philosophiquement. Absolument. Donc j'essaie de tracer au moins trois catégories qui me semblent importantes.
Alors la première dont je parle assez peu, mais qu'il faut quand même reconnaître comme étant une partie de ces pensées de droite, c'est les libéraux, en tout cas ce qu'on pourrait appeler les libéraux de droite, donc qui n'étaient pas initialement des pensées de droite, mais qui se sont en quelque sorte rangés à la défense de l'ordre établi une fois certains acquis. Au moment de la Révolution, des gens comme Lafayette qui étaient pro-Lumière, tous étaient pro-Lumière au départ, tous s'inscrivent dans le courant des Lumières. Et qui voulaient faire avancer les choses, mais qu'une fois que les choses ont avancé, on considérait qu'il fallait s'arrêter un petit peu. Absolument, et de manière vraiment très, très, très simpliste, et je n'emploie pas le terme de manière péjorative, c'est vraiment de manière, pour poser un cadre, la pensée de droite, si on veut donner une définition minimale, c'est la tentative de défendre un ordre qui est considéré comme juste et traditionnel, ou en tout cas traditionnel sans substance particulière. Et les libéraux, en effet, qui sont défenseurs des Lumières et qui deviennent des penseurs de droite, sont ceux qui considèrent que cet ordre des nouvellement acquis est un ordre à défendre. Donc ils ont totalement pu être passés de gauche à droite simplement parce que le monde autour d'eux a changé. En revanche, deux catégories qui me semblent là pour le coup très souvent confondues et qui sont qui me semblent très importantes de distinguer, c'est la réaction du conservatisme. Et en cela, je me fonde sur les thèses d'un théoricien politique d'aujourd'hui qui est Jean-Yves Pranchère, qui lui le formule de manière très claire. Il dit: le conservateur veut préserver l'ordre traditionnel en acceptant les règles du jeu politique dans lequel il se trouve. Donc, il peut ne pas être un fanatique de la démocratie, il peut être critique de la démocratie, mais va accepter le cadre démocratique pour défendre un certain nombre de valeurs traditionnelles qui peuvent être morales, religieuses, politiques. Donc c'est quelqu'un comme Léo Strauss, par exemple, qui n'était pas un grand démocrate, mais qui a accepté tout à fait le cadre démocratique. Ou à la Finkielkraut en France, d'une certaine façon. Oui, qui me semble en effet, à beaucoup d'écarts, peut être défini comme un conservateur. C'est comme ça qu'il se définit lui-même, en tout cas. Ouais. Et d'un autre côté, les réactionnaires qui veulent aussi défendre un ordre traditionnel, mais considèrent qu'il est trop tard pour défendre cet ordre dans le cadre politique actuel. Et donc, il s'agit, et c'est ce que dit Jean-Yves Pranchère, de reconstituer. C'est une volonté de reconstituer, donc il s'agit de renverser la table et de régénérer un ordre qui sera plus conforme à cet ordre traditionnel. Le réactionnaire est un révolutionnaire. C'est ça, exactement. C'est ce que dit, encore une fois, Pranchère. C'est une volonté révolutionnaire de reconstituer dans le présent un ordre traditionnel. Donc il y a cette espèce de double mouvement. On sent bien qu'il y a quelque chose comme un fantasme du passé chez le réactionnaire, mais il y a une action révolutionnaire contre le présent. Et c'est pour ça que moi je tiens à parler de ces auteurs comme des réactionnaires, des néo-réactionnaires. C'est parce qu'ils ont une volonté explicite et claire de renverser la démocratie et de régénérer un ordre qui certes est modelé sur le passé, mais qui a vocation à transformer le présent et à générer un ordre qui est à venir. Ce qui est très différent du conservateur qui préfère la stabilité au désordre que crée une révolution. Alors historiquement, en France, puisque c'est là que ça se crée en fait, c'est là que ça se passe au moment de la Révolution, le moment de cette divergence, en fait, le moment où les tenants des Lumières se divisent, c'est évidemment la terreur, c'est l'impact de la terreur, le moment où on passe de la Déclaration des droits de l'homme, de la perspective d'une démocratie, éventuellement d'une monarchie constitutionnelle ou d'une démocratie libérale, à une forme de terrorisme d'État. Et là, la réaction au bain de sang, effectivement, ça va être d'un côté les conservateurs, le plus célèbre, c'est Edmund Burke, qui a commencé par soutenir la Révolution, comme beaucoup, et qui finit par la critiquer au nom d'un ordre qu'il faut conserver. Et la figure réactionnaire fondatrice de la réaction, c'est Joseph de Maistre, évidemment, pour qui il faut établir une monarchie absolue et chrétienne, et qui est une sorte de double inversé c'est la thèse d'un philosophe qui s'appelle Isaiah Berlin. Joseph de Maistre est une sorte de double inversé de Robespierre, aussi absolutiste que Robespierre à sa manière, et les écrits de Joseph de Maistre vont avoir une très grande influence sur des gens comme Baudelaire, sur énormément d'écrivains français du 19e siècle, et sur tout le courant dont vous parlez, qui va être celui de la décadence, de la dénonciation de la décadence, la civilisation à partir de la modernité,
de la naissance de la modernité politique est considérée comme décadente, puisque l'ordre initial a été renversé, ne reviendra plus, on ne peut plus qu'en avoir la nostalgie, rêver d'une restauration qui ne se produira pas, sauf dans le cas d'une révolution d'un bouleversement comparable à celui de 1789. Et les penseurs de la décadence, c'est ceux que vous avez étudiés, Spengler, Evola, qui ont nourri Spengler. C'est donc, on peut dire deux mots de Spengler parce que c'est important. Son livre, c'est La décadence de l'Occident. Oui, le déclin de l'Occident. Le déclin de l'Occident. La traduction française, c'est le déclin de l'Occident. Oui, on peut en dire deux mots. Oui, alors la particularité de Spengler, c'est peut-être étrange qu'il ne soit pas plus connu aujourd'hui, parce que ça me semble être déjà c'était un best-seller de l'époque. Hein. Oui. Quand on pense à la plupart des auteurs de la Révolution conservatrice, ce qu'on appelle la Révolution conservatrice, qui a été ce mouvement intellectuel réactionnaire, son nom est parfois un peu trompeur, hein, de Révolution conservatrice, mouvement intellectuel réactionnaire des années 20 et qui a radicalement marqué la pensée européenne. Tous ces auteurs, dont Heidegger par exemple, ont lu Spengler. Donc Spengler est un auteur très important, et il a la particularité, alors que c'est un auteur réactionnaire, d'avoir une vision du monde qui est relativement relativiste, enfin qui est plutôt relativiste. C'est-à-dire qu'il considère qu'il n'y a pas de sens général de l'histoire, que l'histoire est un chaos, et que certaines cultures, certains groupes humains parviennent à s'extraire de ce chaos historique pour bâtir quelque chose comme un ordre qui va survivre un temps avant de retourner au chaos. Donc une forme de théorie de la décadence qui n'est pas, comme on retrouvera chez Schmitt, une forme de lecture théologico-politique qui est empreinte de références au christianisme, à une forme d'apocalyptique de l'histoire. Ce n'est pas non plus ce que défendra Evola, qui est un autre auteur que j'ai étudié, qui est une théorie cyclique qu'il prétend reprendre des Grecs. C'est quelque chose qui me semble vraiment assez original pour l'époque, c'est-à-dire une théorie relativiste des cultures, mais qui est quand même dans un cadre réactionnaire. Et il a la particularité d'être marqué par une forme de vitalisme. C'est pour ça, c'est de ça qu'il tient son relativisme, cette idée de relativité des cultures. C'est-à-dire que les cultures ne sont rien d'autre que des formes d'organismes vivants qui peuvent aboutir à une certaine forme d'ordre, mais qui n'est jamais éternel et qui est fondamentalement destiné à mourir. Et il y a cette idée, et c'est de là que vient son relativisme, que les cultures ne peuvent pas porter le sens, l'identité d'autres cultures du passé. Donc, lorsque l'Occident se rêve en successeur de la culture gréco-romaine, c'est ce qu'il appelle une pseudomorphose, c'est-à-dire c'est une illusion, finalement, il n'y a rien qui passe entre les cultures. Donc quelque chose qui est de l'ordre d'un pessimisme extrême et qui tranche un petit peu avec la vision de Maistre, mais des autres réactionnaires. Et je pense que c'est pas un hasard si j'ai vu des échos avec ensuite Mille Plateau, Deleuze et Guattari. C'est parce que finalement c'est un penseur qui anticipe une certaine interprétation du relativisme culturel qui est compatible avec des pensées non réactionnaires. On le trouve déjà sous une autre forme chez de Maistre, c'est la grande critique de Maistre à l'idéal révolutionnaire, c'est qu'il n'y a pas d'universalisme. L'homme de la Déclaration des droits de l'homme n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'italien, l'anglais, l'allemand, le français, ce qu'on veut, mais il n'y a pas l'homme. Donc les droits de l'homme, c'est nul et non avenu par définition. Et c'est très important parce que pourquoi on parle de ces gens-là aujourd'hui, c'est que comme on parle de Evola qui a inspiré Mussolini et Carl Schmitt qui était le juriste du Troisième Reich, c'est que cette critique de l'universalisme a fait retour en France et en Europe dans les années 90, qui sont les années de la mondialisation. C'est à ce moment-là que ces idées ont commencé à remonter dans le champ du débat public. Houellebecq a récemment reçu le prix Spengler. Ça n'a absolument rien de hasard. Houellebecq a explosé dans les années 90. Philippe Meuret serait un autre exemple. La nouvelle droite des années 70 a aussi repris du poil de la bête dans les années 90, des gens comme Alain Benoît qui ont
au nom de ce relativisme culturel et du fait qu'il n'y a pas d'universalisme et que donc tout ce que la droite, alors pour le coup américaine d'aujourd'hui, développe, c'est-à-dire que les idéaux démocratiques à exporter, les changements de régime, l'idée d'exporter les droits de l'homme au fin fond de la planète, tout ça, ce sont des illusions. On ne peut pas le faire. L'Occident n'a aucun privilège particulier à exporter ces idéaux. Toutes ces idées-là reviennent dans les années 90 pour critiquer la mondialisation qui est en train de se passer. Alain de Benoît, par exemple, va soutenir les islamistes des années 90 en Algérie, comme il soutenait, en tout cas jusqu'à récemment, je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, les mollahs iraniens. Au nom de ce relativisme, d'autres, dans les années 70, des groupes d'extrême droite iront défendre l'OLP, s'entraîner dans les camps palestiniens, au nom de la lutte anticoloniale, parce qu'il y a une sorte de croisement qui se fait quelque part entre la lutte anticoloniale et la lutte anti-impérialisme au nom de la relativisation des cultures. Et ça se renoue quelque part, ça se rejoue quelque part dans les années 90 à ce moment-là, il me semble. Oui, tout à fait. Enfin, alors, je précise évidemment, je sais que c'est évident dans la discussion, mais qu'il ne s'agit pas de dire que les postmodernes et que Deleuze et Guattari sont l'équivalent des réactionnaires. Ça, ni que toutes les luttes anticoloniales sont marquées par l'extrême droite, bien sûr. Mais les croisements sont possibles. Voilà. Et ce qui me semble intéressant, c'est ce que j'avais essayé de défendre dans ma thèse, c'est que ce qu'il y avait comme terrain commun, c'est la lecture de l'histoire en termes d'ordre et de désordre. C'est-à-dire, finalement, quand on commence à lire l'histoire comme un mouvement d'ordre et de désordre, donc la construction d'une forme d'universalisme étant comme une forme d'ordonnancement du monde, qui est, par exemple, très critiquée par Deleuze et Guattari comme une forme d'emprise sur les forces vitales qu'il s'agit de libérer, les forces de déterritorialisation. En fait, finalement, c'est cette lecture du monde comme étant une sorte par une forme de prisme vitaliste d'ordre qui se déconstruit, qui doit être rebattu dans une nouvelle forme d'ordre qui va être reconstruit. Et en fait, dans cette perspective, l'espace politique, le champ politique n'a pas sa place. À mon sens, c'est vraiment ça l'enjeu, et qu'il s'agit de pointer, c'est ce que l'on perd en acceptant de représenter l'histoire de cette manière, c'est l'idée qu'il y a une forme d'incertitude propre à l'espace politique. Et donc évidemment, il y a une critique de l'universalisme, ça c'est évident, mais je pense que ce qu'il y a de plus fort, c'est cette destruction du politique comme champ autonome. Et c'est pour ça que la démocratie est critiquée par les réactionnaires, et que un certain nombre d'auteurs postmodernes, notamment Deleuze et Guattari, sont embêtés avec cette histoire de démocratie. Alors évidemment, il s'agit pour eux d'inventer d'autres formes d'organisation politique. Donc c'est une critique évidemment progressiste, si on veut, de la démocratie. Néanmoins, cette méfiance à l'égard de la démocratie, pour moi, vient de cet espace proprement politique que la modernité a contribué progressivement à établir. Et en effet, c'est ça qui me semble être commun à ces luttes, c'est cette constitution du champ politique comme étant un espace autonome. Alors, ce courant se remet à participer du débat public dans les années 90. C'est le grand tournant aux États-Unis. Ça va être le 11 septembre, en fait. C'est là que, soudainement, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Dans l'après-11 septembre, le choc du 11 septembre réveille plusieurs choses qui vont se télescoper. D'une part, le sentiment de l'anarchie, du chaos, et la certitude que l'ordre né après 1945 ne tient plus. Et ça, ce sera une des idées d'un des grands financiers des penseurs d'extrême droite, Peter Thiel, qui était là récemment. Ça va être l'un des éléments déclencheurs de sa pensée. Mais ça va pas avoir tout de suite une traduction dans les faits. Ce qui se passe après le 11 septembre, d'abord, c'est que c'est la naissance du néoconservatisme, c'est-à-dire un certain nombre d'intellectuels américains, souvent juifs, qui ont la nostalgie justement de cet ordre né en 1945 et qui veulent essayer de le régénérer en exportant la démocratie, y compris par les armes. Et ce sera le désastre de la guerre d'Irak, auquel au départ qui est planifié au départ comme s'il s'agissait de Mama Beach, quand même.
C'est l'état d'esprit avec lequel ils vont essayer de répondre en quelque sorte au trauma du 11 septembre. Et ça va générer une réaction au sein de la droite américaine de lutte. C'est aussi une des choses qu'on comprend mal en France, où on considère que tout le monde est néoconservateur. Le terme néoconservateur est devenu une étiquette pour désigner tous les gens de droite plus ou moins américains. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. En fait, ce qui se passe à droite, c'est qu'il y a une réaction contre le néoconservatisme dans la foulée de la guerre d'Irak. Absolument. Donc la naissance des pensées néo-réactionnaires dont on va parler tout à l'heure, c'est un rejet du néoconservatisme qui a lieu à peu près à la fin des années. Enfin, ce rejet a lieu à la fin des années 2000. Alors le néoconservatisme, en fait, il naît dans les années 60-70, mais il atteint, on va dire, il atteint son acmé politique. En effet, au début des années 2000, avec ce qu'on a appelé la doctrine Bush, qui consistait à présenter les interventions en Irak et en Afghanistan comme étant une lutte de l'axe du bien contre l'axe du mal, et les valeurs de la démocratie comme étant cet idéal à défendre et à exporter dans le monde entier. Donc une forme d'interventionnisme, mais d'interventionnisme justifié sur un plan moral. Et ça va être, à mon sens, très important pour comprendre la différence entre ce qui se passe aujourd'hui dans la forme spéciale d'interventionnisme à laquelle on a affaire avec Trump 2, et l'interventionnisme néoconservateur. Le mode de justification est très différent. Ça ne veut pas dire que les intérêts ont radicalement changé. Évidemment, l'interventionnisme américain est toujours fondé dans des intérêts matériels, de ressources, etc. Mais la justification a bien changé. Et ce qui est intéressant, c'est que reprend cette distinction conservateur-réactionnaire. Les conservateurs, les néoconservateurs américains sont attachés à des valeurs politiques, démocratiques, aux droits de l'homme, à des valeurs évidemment morales et religieuses également, mais il y a l'idée de défendre cet ensemble de valeurs dans le cadre politique qu'est la démocratie. Même plus que ça, c'est de défendre la démocratie elle-même. Et ce qui va changer à la fin des années 2000, en tout cas au sein de la droite américaine, et surtout dans la partie la plus critique de l'interventionnisme du Parti républicain et des intellectuels et des idéologues de la droite américaine, c'est l'idée que non seulement il faut critiquer cet interventionnisme, mais aussi sa modalité de justification par l'argument démocratique. Donc c'est non seulement une critique de l'interventionnisme, mais aussi une critique de cette moralisation, ou en tout cas cette justification morale de l'idée démocratique et des droits de l'homme. Et donc c'est un vieux débat entre les idéalistes et les réalistes, et les néo-réactionnaires vont se présenter comme des réalistes, où s'il doit y avoir une guerre, seul l'intérêt national doit primer, et non pas les idéaux prétendument nobles, comme les droits de l'homme, l'universalisme, etc., défendus par les néoconservateurs, dont presque tous sont juifs, parce que historiquement, ça s'ancre là. C'est-à-dire que leur idée d'une Amérique victorieuse de 1945, c'est l'idée de la guerre contre le nazisme et contre les totalitarismes, combat que les néo-réactionnaires ne vont pas du tout partager. Absolument. D'ailleurs, le néoconservatisme naît dans les années 60-70, chez des intellectuels juifs notamment, qui voyaient d'un mauvais œil l'apparition d'une nouvelle gauche, qu'ils voyaient comme étant porteuse d'un risque totalitaire. Donc oui, tout à fait, les réactionnaires des années 2000 vont être vont se construire en opposition au néoconservatisme. Alors, souvent, en effet, il y a un fond réaliste, mais disons qu'il y a une variété de réactions à ce néoconservatisme. J'essaie d'identifier dans le livre 3 pôles qui me semblent importants de recomposition idéologique de la droite américaine, en tout cas 3 pôles réactionnaires. Le pôle de la droite alternative, qu'on appelle l'alt-right, qui a été celle qui a eu le succès politique le plus fulgurant, puisqu'elle a été décisive dans le premier mandat, ou dans la première campagne de Trump en 2016. Et sur le plan, disons, de la position par rapport à l'interventionnisme, l'alt-right, elle était complètement isolationniste. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut arrêter de se préoccuper du monde entier, surtout pas défendre les valeurs démocratiques et libérales à l'échelle du monde entier, puisque ça ne revient qu'à une chose, évidemment, il faut voir ce que je vais dire entre guillemets, mais que c'était des soldats blancs qui allaient se faire tuer à l'autre bout du monde. Et donc, il fallait se recentrer sur l'Amérique blanche.
Donc ça a été porté notamment par des blogueurs suprémacistes à la fin des années 2000, avec cet argument de en fait, les meilleurs éléments des Américains, de l'Amérique blanche vont se faire tuer à l'autre bout du monde. Et ça a été en quelque sorte tanné, adapté, normalisé par Steve Bannon, qui en a fait le socle, l'un des principaux socles idéologiques de la campagne de Trump en 2016. Donc ça, c'est le premier pôle. Le deuxième pôle, c'est un pôle qu'on appelle post-libéral, c'est-à-dire que c'est principalement des conservateurs religieux qui étaient, on va dire, relativement insérés dans le parti républicain, mais qui se sont radicalisés, notamment sur cette question, cette opposition au néoconservatisme, en considérant finalement que les bonnes valeurs à défendre n'étaient pas celles de la démocratie, des droits de l'homme, des valeurs libérales, mais des valeurs antilibérales, celles de bien commun, de la défense de la communauté. Et donc, un certain nombre de penseurs post-libéraux, comme par exemple Adrian Vermeule, qui est professeur à Harvard, défend une forme de réinterprétation de la Constitution de manière antilibérale. Donc, il s'agit de revenir au débat sur la Constitution pour en proposer une interprétation républicaine au sens fort, c'est-à-dire au nom du bien commun et de la communauté face à l'interprétation libérale centrée sur les droits individuels. Donc c'est un autre type de critique. Et il y a un troisième pôle, et c'est celui sur lequel j'ai travaillé parce qu'il me semble le plus inattendu, le plus original, le plus spécial, c'est la néoréaction, qui vient de blogueurs qui ne sont pas initialement des figures traditionnelles de la droite conservatrice ou même réactionnaire. Ce ne sont pas initialement, même si évidemment ils vont aller côtoyer certaines thématiques des suprémacistes blancs ou des néo-nazis, ce sont avant tout des ingénieurs de la Silicon Valley, des figures de la tech américaine. Donc il y a quelque chose de spécial. Ou des profs, parce que on va en parler tout de suite, mais Nick Land, par exemple, au départ, il est prof de philosophie. Oui, en effet, mais il les a plutôt rejoints dans un second temps. Disons, le noyau et le principal fondateur, qui est Curtis Yarvin, est un ingénieur de la tech. Oui. Et les premiers échanges, les premières communautés en ligne sont plutôt issus de ce milieu-là. Et ce qui est intéressant, c'est vis-à-vis du néoconservatisme, la critique néo-réactionnaire n'est pas celle de l'isolationnisme. C'est pas puisqu'ils ne sont pas essentiellement suprémacistes ou obsédés par la question de la race blanche. L'idée, c'est avant tout de dire que la raison pour laquelle l'interventionnisme américain a échoué, c'est parce qu'il s'est embarrassé de questions morales. En fait, une intervention est tout à fait légitime à condition qu'elle soit gérée efficacement et qu'elle ne s'embarrasse pas, qu'elle ne se ligote pas elle-même dans des vertus qui l'empêchent d'être efficace une fois arrivé sur le lieu d'invasion du pays en question. Donc, notamment, Curtis Yarvin défendait une gestion coloniale, il n'y a pas d'autre mot, de l'Irak, et que finalement, il aurait fallu gérer de manière coloniale l'Irak et non pas de manière, en se disant, démocratique. Ou libérale. Et donc, il ne faudrait pas imaginer que tous les réactionnaires sont isolationnistes. En revanche, ce qui cesse, c'est la question de la justification démocratique et libérale. C'est sur ça qu'ils se... Les néo-réactionnaires vont attaquer la démocratie libérale frontalement. Il y a l'un des grands paradoxes des néo-réactionnaires. Alors, ils se font appeler néo-réactionnaires, évidemment, comme tout ça vient d'Internet, parce qu'ils naissent vers le milieu des années 2000. Ils sont indissociables de la révolution des médias. Et donc, leur langage est complètement déterminé par Internet. Donc, ils ne se font pas appeler les néo-réactionnaires, mais NRX. Et tout est un peu comme ça. C'est-à-dire que tout leur langage emprunte beaucoup plus à la science-fiction qu'à autre chose. Hein. On n'est pas chez Spengler, justement. On n'est pas chez Joseph de Maistre, dont le style a inspiré Baudelaire. Mais on est vraiment dans le monde des vidéos, des jeux vidéo, des games et des acronymes, et des jeux de mots, et de l'ironie, du double sens, des choses qui veulent dire une chose et sont leur contraire et en même temps rien du tout, et comprend qui peut. C'est quand même ça qui caractérise cet univers-là. Oui, absolument. C'est une contre-culture numérique. Enfin, c'est la manière dont je le décrirais, c'est-à-dire qu'elle s'est développée de manière marginale. Ça, c'est important de le noter. En dehors des canaux académiques, médiatriques traditionnels, il y a Nick Land, en effet, qui est un ancien professeur à l'université. Mais au moment où il se met à écrire des écrits néo-réactionnaires,
Il a démissionné depuis un moment, depuis au moins 15 ans. Il ne fait qu'écrire sur des blogs. Alors, il a fait sa thèse sur... on va parler un peu de Nick Land parce que c'est intéressant. C'est intéressant parce que d'abord, c'est à cause de son parcours et aussi parce que à cause des gens qui l'influencent, puisque vous dites qu'il a influé... Alors, il se réclame de Kant, Bataille, Deleuze, Guattari, on vient de le dire, mais d'après ce que vous dites, il aurait influencé des écrivains français comme Tristan Garcia et Paul Preciado, qui le cite jusqu'en 2022, alors qu'il est déjà passé complètement du côté obscur de la force, si je puis dire. Paul Preciado voit en lui, dans un livre qui s'appelle Dysphoria Mundi, elle le cite comme l'une des voies qui construisent en ce moment une nouvelle épistémologie et permettent une transformation planétaire. Alors cette découverte, ça m'a marqué, mais c'est pas complètement surprenant. Alors sur l'influence, sur le rôle de Nick Land vis-à-vis de ce qu'on appelle les nouveaux matérialismes, dont font partie Tristan Garcia, Quentin Meillassoux, etc. C'est pas une filiation explicite. C'est simplement que Nick Land est une figure de ces nouveaux matérialismes. Il est considéré un petit peu comme un pionnier à cet égard, dans cette lecture très étrange qu'il produit de Deleuze, et donc voilà, disons que c'est pas une loin de moi l'idée que Tristan Garcia et soient des landiens, mais par contre Paul Preciado c'est un peu différent puisqu'il y a une citation explicite et en tant que ce qui est intéressant c'est en tant que révolutionnaire, c'est-à-dire que c'est une figure révolutionnaire alors qu'il a écrit donc c'est en 2022 depuis 10 ans des textes explicitement néo-réactionnaires. Donc cette filiation voilà, c'était une découverte, donc j'ai voulu l'écrire parce que ça me semblait assez significatif. Mais tout à fait, donc sur la question de cette inscription de Nick Land dans une tradition de gauche, en fait, c'est clair. C'est-à-dire que dans les années 90, c'est une figure indubitablement de gauche. Il n'y a pas de doute. Alors le point central, et vous l'avez dit au début, en commençant, c'est la question du temps. Et c'est vraiment le point vraiment important pour tous, en fait. Dès qu'on parle de réaction, on parle de la question du temps, parce qu'il s'agit d'essayer de restaurer un temps atemporel, en quelque sorte presque religieux, et de nier, de lutter contre le déroulement de l'histoire, puisque l'histoire est nécessairement l'histoire de la décadence. Donc il faut retrouver une forme de temps transcendant, supérieur, éternel. Dans le cas de Land, le point de départ se trouve chez Marx. Si je vous suis, vous rectifiez si je dis n'importe quoi. Marx dit Marx parle de l'intensification des contradictions propres au capitalisme qui pourrait précipiter son dépassement. C'est-à-dire que plus le capitalisme se avance, plus il accélère, plus il va, plus les contradictions s'intensifient et plus le système s'effondre. C'est ce que vous dites de ce que dit Land, c'est que Land ne passe jamais à l'anticapitalisme parce qu'il pense que le capitalisme est indépassable. L'anticapitalisme repose sur le fantasme d'un après, et rêver d'un monde post-capitaliste n'a aucun autre sens que celui de stopper la marche du temps. Et pour Land, sa grande thèse, l'accélérationnisme, consiste à accélérer l'autodestruction du capitalisme parce que le capitalisme est à lui-même son propre effondrement, en quelque sorte. Et il n'y a rien d'autre au-delà. C'est-à-dire que tout ce qui existe, c'est le capitalisme et c'est l'effondrement du capitalisme. C'est une forme de nihilisme apocalyptique, en quelque sorte, non ? Absolument. Lui-même parle d'annihilationnisme pour décrire sa propre pensée. Alors oui, en effet, la référence lointaine, c'est Marx, mais plus précisément, disons que c'est la lecture particulière que Deleuze et Guattari, dans Mille plateaux et l'Anti-Oedipe, font de l'analyse marxiste du capitalisme, et leur lecture très particulière, à partir d'un concept qui en fait est central pour comprendre l'accélérationnisme, c'est celui de la déterritorialisation. Donc la déterritorialisation, c'est chez Deleuze et Guattari l'idée d'une destruction de l'ordre, de destruction de toute forme d'ordre. Donc il y a des dynamiques qui, dans tout ordre, dans l'État, dans l'ordre sexuel, dans l'ordre des espèces, voilà, il y a des dynamiques qui travaillent à la destruction, à la déconstruction de cet ordre. Ça, c'est ce qu'ils appellent la déterritorialisation. Et Deleuze et Guattari disent, et c'est là un point clé de leur analyse, que le capitalisme est une force de déterritorialisation. Donc c'est une force qui déconstruit, en particulier l'État,
L'État et le territoire. Et le territoire également. Ça, évidemment, ça résonne avec la mondialisation. Absolument, c'est la mondialisation qui est décrite, vous avez tout à fait raison. Donc les flux détruisent le territoire, déconstruisent, déterritorialisent. Donc, ce qui est particulier, c'est que chez Deleuze et Guattari, généralement, la déterritorialisation est plutôt quelque chose qui est, si on caricature un peu, plutôt positif, parce qu'en fait, ça crée de nouvelles formes de vie, de nouvelles lignes de vie, de lignes de fuite, mais Deleuze et Guattari ont une forme de résistance, puisqu'ils disent, finalement, il y a des formes de déterritorialisation qui sont dangereuses, en particulier le capitalisme, puisqu'ils sont évidemment de gauche et critiques du capitalisme. Donc ils disent le capitalisme est bien une force de déterritorialisation, mais dangereuse parce qu'elle nous mène sur ce qu'ils appellent des lignes de mort, parce qu'en fait elle recrée des dominations, des enserrements, c'est un piège en fait finalement de suivre cette déterritorialisation. Et Nick Land a considéré que cette limite, cette interprétation posée par Deleuze et Guattari était faite a posteriori. En fait, qu'il n'y a aucune raison, depuis leur modèle de la déterritorialisation, de considérer que le capitalisme est mauvais. Finalement, c'est une déterritorialisation comme une autre, et donc, même si ce sont des lignes de mort, il n'y a pas de raison de ne pas plonger dedans. Et donc, en fait, ce que fait Nick Land, et c'est ça le fond de son accélérationnisme, c'est de considérer que le capitalisme est une force de déterritorialisation. Il suit des lignes de mort, mais tant pis en fait. Il faut les emprunter, il n'y a aucune raison de ne pas les emprunter. Voilà, sa grande idée, c'est qu'il faut explorer le négatif, l'irrationnel et même l'inintelligible. Il faut détruire le langage, il faut hâter tous les processus de destruction inhérents au capitalisme et inhérents en fait à la société humaine. Pourquoi d'ailleurs dans quel but final? Pour déplacer l'humain. Alors oui, et ça c'est quelque chose qui à mon avis est très significatif ou symptomatique des pensées dont on parle, c'est qu'il y a l'axiologie qu'on a l'habitude d'avoir quand on pense à la pensée politique, elle est un petit peu troublée parce que c'est pas un système juste face à un système injuste qui est défendu. C'est pas la question de la justice qui intéresse Land, ça c'est complètement dépassé. Son axiologie, c'est une axiologie, la manière dont il va établir si une chose est bonne ou mauvaise, c'est à quel point est-ce que ça précipite le futur. Donc, ce qu'il veut, il s'agit de précipiter le futur. Et donc, de tout détruire le plus vite possible, d'accélérer les processus de destruction. Et c'est là qu'il y a un élément réellement fasciste. Il s'agit de détruire la langue, le langage, tout ce qui sert à articuler la raison doit être mis à bas au bénéfice d'une forme de monstruosité. Il faut hâter une forme de monstruosité qui passe par la technologie. Et tout ça est expliqué à travers essentiellement des textes chez Nick Land, à travers des textes théoriques, à travers des fictions, des textes de science-fiction, cyberpunk, des fictions numériques, des choses comme ça. Donc il s'agit de performer. C'est une forme de performation, non? Il y a plus de. Tous ces gens se retrouvent sur l'idée que on n'est plus dans la représentation des choses, mais dans la performation de la destruction elle-même. On ne la représente pas, mais on la met en acte sur Internet. Et là, il y a quelque chose qui est lié directement à la technologie. Leur forme de langage et leurs idées sont déterminées par une forme de langage qui est consubstantielle à la technologie et à l'idée de performance. Absolument. D'ailleurs, cette question de la représentation est cruciale parce que c'est au fond de la critique que Land oppose à Kant. En fait, il s'agit de faire advenir l'irreprésentable, le nous-mêmes, et voilà, de faire sortir l'irrationnel, la représentable, qui est, disons, contenu par la raison dans le cadre des Lumières, le cadre conscient. Donc, et évidemment, la technique et le développement du capitalisme, la dérégulation de la technique et du capitalisme permettent de faire advenir cet irreprésentable. Et ce, précisément parce que ça crée une forme d'hybridation entre l'homme et ce qui n'est pas l'homme, entre l'humain et le non-humain, l'inhumain. Et il s'agit de provoquer ce dépassement de l'humanité. Et ça me permet de revenir sur un point essentiel, cette écriture science-fictionnelle. Ça, c'est quelque chose peut-être aussi qui est déstabilisant, mais en effet, il n'y a pas tellement de distinction entre les textes théoriques et science-fictionnels de Land. C'est-à-dire que les deux se mélangent complètement. L'idée, il y a un terme pour le décrire, c'est le terme d'hyperstition, c'est un mec qui est
forge ça. Et c'est vraiment l'idée de faire advenir par la fiction ce que l'on décrit. C'est vraiment ce qu'il entend faire. Et donc, en fait, ces textes théoriques se retrouvent dans ces textes science-fictionnels et il n'hésite pas, dès ces premiers textes qui sont censés être des textes académiques, publiés dans des revues de philosophie, alors très, très hétérodoxes pour le champ de la philosophie, mais tout de même académique, il y a des éléments de science-fiction. Il y a des éléments, il va y avoir des personnages fictionnels, des vampires, des loups-garous qui vont peupler ces textes théoriques. C'est présent dans presque tous les chez presque tous les néo-réactionnaires. Il y a plusieurs références qui viennent en tête quand on lit votre livre et quand on réfléchit à ces gens-là. Il y a évidemment Lovecraft. D'ailleurs, un des néo-réactionnaires se fait appeler H.P. Lovecraft, qui n'est pas pour rien d'ailleurs un des auteurs phares de Michel Houellebecq aussi, le premier, dans les années 90. Et il y a chez Lovecraft cette espèce de fascination pour une forme de monstruosité. Et là, chez le H.P. Lovecraft, chez le blogueur néo-réactionnaire, ça passe par, comme chez d'ailleurs Nick Land, ça passe par le mélange de l'humain et de la machine. Il décrit lui aussi il fait de la science-fiction. Je l'ai lu dans votre livre. Il écrit des nouvelles. Il prône une nouvelle religion. Il n'est pas le seul. Il écrit une nouvelle qui s'appelle Hole-Shaped Hole, un vide en forme de Dieu. En français, dont vous dites que c'est une réécriture d'une pensée de Pascal qui se rapproche de la théologie négative. Il y a dans le cœur de l'homme un vide que rien ne peut remplir, mais lui, il fait de ce vide une sorte de programme sexuel qui devient dans la nouvelle une espèce d'antéchrist. Et ce qu'il écrit, c'est ça. J'ai rêvé que le dimorphisme radical engendré par le virus créerait une nouvelle incomparabilité des sexes, impossible à déconstruire. Le masculin et le féminin dénaturés, fusionnés, obligeraient alors les hommes à devenir monstrueux et plus différents que la différence. On voit bien ce qui peut faire écho à Paul Preciado, c'est entre parenthèses. Mais ce qui est intéressant, c'est cette recherche de la monstruosité qu'on trouve aussi chez Lovecraft, mêlée à un autre auteur qui est Martinetti, le manifeste futuriste qui a inspiré, qui est une des inspirations de Mussolini dans les années 30. Donc il y a cette... et la recherche de l'irrationalité systématique. Oui, et j'ai bien aimé que vous citiez ce passage parce qu'en fait, il est très significatif. C'est-à-dire qu'on a tous les éléments. On a l'élément science-fictionnel, on a l'élément, en effet, au fond de la technique comme étant presque ce propulseur pour l'accélération technologique. Enfin, cette nécessité d'accélérer l'innovation technologique et pour nous propulser dans un futur. Le point essentiel, c'est que vous voyez, l'idée, c'est de recréer de la différence à partir de la fusion. Et ça, c'est ce qu'il y a de réactionnaire, qu'il n'y a pas forcément chez Preciado, et qui s'arrête à la dimension. Et c'est ça qui les distingue, à mon avis, forcément. C'est-à-dire que là, l'idée, c'est de précipiter une forme de fusion, de déterritorialisation complète, mais pas pour s'en satisfaire complètement, pour recréer un ordre nouveau. Et ça, c'est vraiment réactionnaire. C'est-à-dire que c'est régénérer la différence sexuelle à partir de la confusion complète. Et ça, c'est vraiment un geste réactionnaire typique, c'est-à-dire la précipitation du mouvement historique pour créer un saut qualitatif, pour générer un nouvel ordre, en l'occurrence sexuel. Alors cet ordre, il est expliqué par plusieurs des néo-réactionnaires. Je prends des exemples trouvés dans votre livre. Bronze Age Pervert, c'est donc le pervers de l'âge du bronze, littéralement, qui pense que la civilisation réduit l'homme au rang d'insecte. Il faut essayer de se libérer de la civilisation et de la technocratie et de la consommation quotidienne. Et pour ça, il faut retrouver une forme de barbarie. Comme dirait une autre essayiste d'extrême gauche en France, Louisa Yousfi, il faut rester barbare. Mais chez lui, ça passe par retrouver l'état d'esprit des héros antiques, l'état d'esprit de l'âge du bronze, littéralement. Donc, réhabiliter une forme d'héroïsme. Alors, il retrouve, c'est tout à fait étonnant, il retrouve probablement, sans le vouloir, une connexion avec Antonin Artaud,
puisqu'il fait l'éloge de Caligula et de Héliogabale surtout, sur lequel Antonin Artaud avait écrit un livre préfacé par Le Clésio. Je vais citer la citation de Le Clésio parce qu'elle est intéressante dans le contexte. Le Clésio dit en préfaçant le livre d'Artaud sur Héliogabale était donc un empereur romain, né sur un berceau de sperme, mort sur un oreiller de sang, noir héros de notre monde. Sa légende est faite de perversité et d'exécration. Il est non seulement l'empereur dépravé de la Rome pourrissante du IIIe siècle, livré au vice et à la folie, mais aussi le premier héros infernal de cette rencontre avec l'Orient. Il y a cette idée d'une explosion des pires instincts en vue d'une forme de régénérescence, et c'est ce que vise d'une certaine manière Bonzage Pervert, il propose une forme de virilisme qui passe par cultiver son corps, soigner sa santé, se préparer à la lutte, se préparer à la guerre, cultiver une forme de sauvagerie, mépriser les femmes, la misogynie étant un élément absolument structurant de la discipline, et d'avoir essentiellement des amis hommes et passer son temps entre les exercices physiques et Internet. Il y a quelque chose, c'est ça. Alors pour le coup, c'est peut-être celui qui se rapproche le plus d'une forme de culture viriliste populaire parmi tous ces gens-là. Oui, en effet, il y a quelque chose d'un peu singulier chez lui par rapport au reste de la constellation. Tout simplement, à mon avis, d'abord parce que il a le plus de caractéristiques de la pensée réactionnaire classique, c'est-à-dire qu'il y a moins la dimension technologique au centre de sa pensée. Je pense que ce qu'il fantasme, ce n'est pas un monde de surtechnologie, à la différence de Nick Land, de Zero H.P. Lovecraft, de Spandrel qu'on a mentionné. En revanche, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a marqué et m'a poussé à l'intégrer à cette constellation, c'est qu'il est extrêmement conscient de l'usage de la culture numérique, de cette contre-culture numérique. Et notamment, il fait de l'usage des mèmes, de l'usage de ce qu'on appelle le trolling, c'est-à-dire le fait d'avoir cette position très, très ironique qui empêche un saisissement par une opposition politique, parce qu'en fait, on ne sait jamais comment est-ce qu'il faut prendre les idées quand elles sont présentées de cette manière. Et ça, il en a parfaitement conscience et il théorise cet usage stratégique de la culture numérique. Et ça, c'est quelque chose que ça me permet de préciser, c'est que je sais qu'il est tentant de se dire que ce sont que des blogueurs un peu loufoques et qu'on ne doit pas les prendre au sérieux du point de vue théorique. C'est la grande question. J'ai gardé pour la fin celui par lequel vous commencez, qui est Curtis Yarvin, qui s'est longtemps fait appeler Mencius Moldburg, qui est celui qui probablement se rapproche le plus d'une action politique concrète, puisqu'on le dit proche de Peter Thiel. C'est un ami de Peter Thiel et écouté par le vice-président américain, J.D. Vance, et dont vous dites qu'il est considéré, Curtis Yarvin serait considéré comme l'un des idéologues du second mandat Trump. Il est ingénieur de formation, autodidacte en politique, il n'a pas de pensée systématique, mais par contre, il est l'inventeur d'expressions très en vogue sur Internet, comme par exemple la Red Pill, la cathédrale, l'acronyme RAGE. Alors, qu'est-ce que c'est ? La Red Pill, ça vient directement de la Matrix. Et, vous donnez un exemple dans votre livre. La Blue Pill, c'est l'État est constitué de responsables élus et de personnel qu'ils ont nommés. Et la Red Pill, c'est l'État est constitué de tous ceux dont les intérêts coïncident avec ceux de l'État. Ça comprend les ONG, les universités, la presse, dont les employés sont de fait des fonctionnaires et convergent avec la fonction publique dans presque tous les conflits. Autrement dit, l'État est corrompu et aux mains d'une technocratie qui fait ce qu'elle veut. Et tout est comme ça. La cathédrale, c'est les universités et la presse classique. Les universités formulent les politiques publiques et la presse guide l'opinion publique. Autrement dit, les universités prennent des décisions en faveur desquelles la presse produit du consentement. Et on sent là qu'il y a... Comme chez beaucoup, des emprunts à des vrais penseurs. Par exemple, la presse produit du consentement, ça vient directement de McLuhan, par exemple. Donc, comme d'autres choses viennent clairement d'Orwell. Et tout ça est remixé en vue
d'une idéologie, ou est-ce que c'est vraiment une idéologie d'ailleurs, est-ce que c'est une vision du monde qui est délirante, qui est sciemment délirante, qui est proposée de manière sciemment délirante? Alors je pense que tout ce que vous présentez comme des oppositions en fait sont compatibles. Enfin c'est à la fois une pensée qui a un socle théorique qui est exprimé de manière relativement claire à certains moments à certains endroits de ces textes. En revanche, il y a aussi un aspect délirant et qui est pratiqué volontairement par son auteur. Et la manière dont je propose de l'analyser, c'est en reprenant un texte de Marc Angenot qui a écrit cet ouvrage qui est très utile et qui s'appelle La parole pamphlétaire dans les années 80, où en fait il décrit comment fonctionne au niveau rhétorique une parole pamphlétaire. En fait, elle refuse de se placer complètement dans l'espace argumentatif, dans l'espace public, c'est-à-dire à proposer des arguments qui sont falsifiables et contestables, et finalement d'entrer dans un dialogue avec d'autres formes de propositions intellectuelles, théoriques et en l'occurrence politiques. Mais ce n'est pas non plus une position de quasiment hérémitique où on se place en dehors de l'espace public et finalement voilà, on écrit comme vous le prétendez Nietzsche pour ceux qui arriveront dans des centaines et des centaines d'années. C'est une pensée de lisière en fait. C'est une pensée qui propose une vision alternative, qui accepte d'entrer dans l'espace public mais de manière non conflictuelle, et en disant finalement l'élite intellectuelle capable de prendre sans préjugés et de lire sans préjugés mes thèses sauront qu'elles sont éminemment supérieures et s'en empareront pour en faire quelque chose. Donc c'est la posture qu'il emprunte, c'est celle-là. C'est celle du pamphlétaire, vraiment. La différence, c'est que avec ce que décrit Marc Angenot, c'est qu'on a Internet qui est arrivé entre-temps. Donc en fait, finalement, la manière dont va s'incarner cette posture pamphlétaire va être infusée par cette pratique spécifique du langage numérique. Donc l'utilisation de mèmes, de références à la pop culture au sein même des textes théoriques. Finalement, vous parliez de la pilule rouge, donc qui est une Matrix, de ce moment où le personnage principal doit choisir entre rester dans l'illusion du monde tel qu'il lui est présenté ou sortir de l'illusion et le voir comme il est, c'est-à-dire un monde froid, violent, désagréable. Et donc finalement, ce geste même, cette reprise de la métaphore de la pilule rouge, c'est précisément la pensée, la parole pamphlétaire. C'est-à-dire, moi je vous fournis la pilule, vous choisissez. Vous voyez si vous avez envie de voir le monde véritablement tel qu'il est, c'est-à-dire froid, sans dimension morale et idéologique qui vous rassure et qui vous est fournie par les élites démocratiques. Donc c'est vraiment cette position qu'il travaille. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une théorisation aussi de l'usage stratégique de ce langage. C'est-à-dire qu'il le théorise comme un passivisme par opposition à l'activisme. L'activisme serait finalement d'aller dans l'arène médiatique et de défendre ses idées, de faire, comme dirait Steve Bannon, de flood the zone, donc d'inonder l'espace public de ses idées. Ça, pour Irvine, c'est contre-productif, et c'est même c'est contre-productif dans le sens où ça va créer ce qu'il appelle ça va provoquer le système unitaire démocratique, ça va créer une résistance idéologique. Et donc il prône, par opposition à cet activisme, un passivisme qui est pour lui encouragé par l'espace numérique. Parce qu'en fait, on peut créer, donc le passivisme, c'est quoi ? C'est développer un corpus de doctrines solides, réservé à un réseau interindividuel très restreint de gens qui sont... il y a aussi cette dimension très inégalitaire avec l'idée qu'il y a des gens très intelligents, supérieurement intelligents. Donc, convaincre ces gens supérieurement intelligents de rejoindre, d'être néo-réactionnaires, en fait, tout simplement. Et l'idée, c'est que pour pouvoir changer effectivement les choses, l'activiste va lui essayer de provoquer une révolution des masses, le passiviste va essayer de provoquer un coup d'État technique par une élite. Ouais. Et donc l'idée, c'est de convertir des élites politiques clés, de les convertir intellectuellement au corpus de doctrine qu'on aurait établi, pour que lorsqu'ils arriveront proches du pouvoir, ils sachent quoi faire et ils puissent mettre en place le plan, la feuille de route qu'il s'agit de mettre en place. Pour finir, c'est ça, oui. Donc, c'est peut-être la dernière chose, c'est que je pense que le débat de savoir si c'est un bouffon ou un génie, pour moi, il est un peu truqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il se présente volontairement comme loufoque, comme
comme ne devant pas être pris au sérieux. D'ailleurs, c'est aussi ce que dit Brandtje Sperber, justement pour ne pas créer de véritables discussions autour de ces thèses. Et en revanche, il y a des thèses, mais moi je ne dirais pas que ce sont des thèses prophétiques ou géniales. C'est un ensemble de thèses qui ne sont pas si originales que ça. Je l'ai décrit dans le livre, mais globalement, c'est un ensemble d'éléments qui sont une composition d'une tradition libertarienne et d'une tradition réaliste au niveau politique. Il y a plusieurs choses qui me frappent. La première, c'est que cette histoire de Red Pill, Blue Pill a été utilisée exactement de la même manière par les prédicateurs islamistes au milieu des années 2010, en particulier pour les convertis, pour les amener à la conversion et pour les amener au départ en Syrie. Il y avait des séries de vidéos qui circulaient où il s'agissait avec des extraits de Matrix, où il s'agissait de montrer comment on se dessillait les yeux et la tête progressivement en voyant le monde tel qu'il était vraiment. C'est un point. L'autre point, c'est que tout ce que vous dites à propos de l'aspect bouffon ou génie, il me semble qu'il y a dans le langage même, le langage même est celui de... C'est en ça que l'irrationalité voulue est une arme politique, en l'occurrence. En minant le langage, on empêche la discussion pour savoir si c'est intelligent ou complètement idiot, étant entendu que l'armature intellectuelle qu'il y a derrière, en tout cas les idées qu'il y a derrière, c'est que bien sûr, tous ces gens-là prônent, on ne l'a pas dit suffisamment, une forme de société basée sur l'eugénisme. Ils pensent que les Blancs ont un QI supérieur à toutes les autres races et aux femmes aussi. Donc il y a quand même cette idée que, étant des génies et s'adressant à des génies potentiels, ils n'ont pas besoin de démontrer les choses de manière rationnelle. Ils s'entendent entre eux intuitionnellement et à travers l'ironie et à travers le double ou le triple sens que seuls les génies comprennent. Il y a quand même ça derrière. Oui, c'est particulier parce qu'en fait, il y a une référence au bon sens, mais ce qui ne serait pas un bon sens commun, qui serait un bon sens de l'être intellectuel. Voilà, c'est ça. Donc il y a une forme d'Orwell pervers, quoi, en quelque sorte. Mais alors la dernière question pour finir, c'est ça rend d'autant plus difficile d'évaluer leur poids réel sur l'administration américaine et sur la vie politique américaine en général. Vous laissez entendre plusieurs fois quand même que, en particulier, Curtis Yarvin est un ami effectivement de Peter Thiel, qui était là il n'y a pas très longtemps en France et qui prône qui voit le monde à travers des catégories apocalyptiques. Et l'apocalypse étant pour lui la mondialisation en quelque sorte, si j'ai bien compris. Alors ça c'est l'antéchrist pour lui. Voilà, pardon, je finis par tout mélanger. L'antéchrist c'est la mondialisation, et donc il faut trouver une façon de naviguer entre l'antéchrist et l'apocalypse, qui est la destruction technique. Mais c'est en fait ça, il reprend complètement Carl Schmitt. Hein. Il renouvelle avec l'idée de la technologie et de l'accélération technologique, mais c'est vraiment du Carl Schmitt. Voilà. Et donc la question se pose de savoir quelle est l'influence réelle de ces gens sur la politique américaine. Vous laissez entendre quand même, vous êtes prudent à la fin du livre là-dessus, mais vous laissez entendre plusieurs fois que, en particulier, Curtis Yarvin a une influence réelle, par exemple sur la création du Doge, géré par Elon Musk, sur des choses comme ça. Moi, j'ai envie de vous opposer quand même ce qui s'est passé justement avec les néoconservateurs au début des années 2000. On a beaucoup imputé la guerre d'Irak au poids des néoconservateurs. Mais quand on regarde dans le détail ce qui s'est passé à l'époque, en réalité, la guerre d'Irak, elle a été décidée par Bush et par certains au sein du Pentagone qui avaient des intérêts matériels à faire cette guerre, et les néoconservateurs n'ont guère apporté que la narration nécessaire, et dans une certaine mesure, ils ont été utilisés, parce que les intellectuels sont naïfs, ils croient toujours qu'ils ont un pouvoir sur les choses. En fait, ils sont utilisés par des hommes de pouvoir. Et donc, la question que je vous pose, c'est quand même celle-là. Est-ce que les néo-réactionnaires sont autre chose qu'une nouvelle variété d'intellectuels éventuellement utilisables par des politiques, plutôt que de vrais idéologues capables d'insuffler une idéologie à un pouvoir? Non, c'est une question très importante et ça me permet de clarifier certains points. Je pense que c'est pas parce qu'on fait de l'histoire des idées qu'on est idéaliste. Ça, c'est peut-être un glissement qui est tentant, mais auquel il faut résister. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on analyse les idées, la manière dont elles redéfinissent la grammaire idéologique d'une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis,
que Curtis Yarvin. C'est pour ça que je disais, il ne faut pas non plus le prendre pour un prophète ou un génie, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui a changé à lui seul et avec ses thèses l'orientation idéologique de l'ensemble des Trumpistes. Ça, c'est évident. De plus, Trump, visiblement, selon les commentateurs, ne se préoccupe pas vraiment d'idéologie. Il est beaucoup trop corrompu pour avoir la moindre idéologie. Il s'intéresse à son instinct, il s'intéresse à des choses comme ça, mais il prend ses décisions en fonction de ce qu'il éprouve et de ce qui et du programme de télévision qu'il regarde et des réseaux sociaux, mais pas. Il est notoire qu'il ne lit rien. Oui, alors après, une fois qu'on a dit ça, on s'intéresse aux liens de seconde zone, c'est-à-dire au fait que certains acteurs politiques importants dans l'entourage de Trump se revendiquent de l'influence de Yarvin. Donc je parlais de J.D. Vance qui a cité en 2021 publiquement sur un podcast très écouté qu'il s'intéressait aux thèses de, je ne sais plus exactement la citation, mais de ce type très intéressant à droite qui parlait de ces choses-là. Et c'était en l'occurrence sur la manière dont il fallait gérer le pouvoir une fois arrivé après les élections à la Maison-Blanche. Donc il y a J.D. Vance, il y a Michael Anton qui a été directeur de la planification politique jusqu'à septembre dernier, qui a été visiblement l'un des principaux rédacteurs de la NSS, de la stratégie de sécurité nationale, qui est un peu le document qui donne les grandes lignes de la politique étrangère américaine, et qui a été, ça a été commenté, hein, c'est général, mais qui est marqué par ce retournement de la justification de l'interventionnisme américain qui n'est plus fondé sur cette espèce de mission morale, mais plutôt sur... Oui, mais alors pour le coup, les néo-réactionnaires sont loin d'être les seuls à argumenter sur ce retournement. Mais Michael Anton est un ami de Curtis Yarvin. Curtis Yarvin lui a conseillé la lecture de Bondage Pervert, dont il a fait une recension dans le Claremont Institute, donc l'Institut Claremont a une revue, et il en a fait une recension dans cet ouvrage. Le patron du Claremont Institute disait qu'il fallait s'intéresser à Yarvin, Bondage Pervert, etc. C'est un des plus grands think tanks du Trumpisme aujourd'hui. Moi, ce que je défends, c'est pas du tout que c'est l'idéologie, ce sont les spin doctors de Trump. Ça, c'est vraiment, ce serait faux de le dire. Ce n'est pas non plus la seule idéologie qui agit sur l'orientation du Trumpisme. On a parlé aussi beaucoup de la Heritage Foundation avec le projet 2025, qui est une autre partie de cette recomposition qui est, on va dire, est issue de canaux un peu plus traditionnels du Parti républicain, avec une droite chrétienne très forte, avec un élément aussi post-libéral dont je parlais tout à l'heure. Donc tout ça est un magma. Et d'ailleurs, c'est le propre de l'idéologie, et c'est pour ça que je pense que c'est important d'utiliser ce mot, c'est que l'idéologie, c'est une rencontre entre des relations matérielles et des thèses qui sont, par définition, immatérielles, c'est-à-dire des éléments intellectuels. C'est la rencontre entre les deux. Vous savez pourquoi je vous pose la question ? Une des raisons pour lesquelles je vous pose la question, c'est que votre livre paraît dans la collection Gallimard Le Grand Continent. C'est le premier livre publié par Le Grand Continent. Et on a reproché au Grand Continent, qui a fait grand cas de Curtis Yarvin, de le mettre en lumière et donc de faire de la publicité à ces gens-là. Mais ça c'est un. Alors moi, évidemment, je considère que ce sont des reproches qui me semblent très malhonnêtes, dans le sens où la médiatisation de Curtis Yarvin précédait quand même assez largement la médiatisation du Grand Continent. Évidemment, ensuite, il y a des débats qui consistent à s'occuper de la manière dont on présente ces textes. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important du point de vue de chercheurs, en tout cas, sur la manière dont on les contextualise, on les commente. Ça, à mon sens, ces textes ne peuvent pas paraître comme tels. Il faut les introduire, les contextualiser. Mais globalement, c'est ce qui est fait, donc ça me pose pas de problème. En revanche, la question de l'effet zoom, on va dire, sur les néo-réactionnaires. Moi, je veux bien qu'on essaie de considérer qu'il y a peut-être une forme d'obsession intellectuelle pour ces penseurs-là, mais quand on regarde le Doge, c'est quand même l'idée de placer à la tête d'une entité qui va faire une sorte de liquidation de l'État un entrepreneur à succès. Ça, je ne connais pas grand monde à part Yarvin qui proposait ce genre de thèse. Donc, il y a bien forcément une inspiration yarvinienne chez les gens qui ont imaginé ça. Le plan pour Gaza, c'est quand même pas quelque chose qui était audible
avant que, enfin, c'était d'ailleurs pas audible quand Yarvin le défendait, ça a été repris par le BCG qui a ensuite travaillé avec le Tony Blair Institute, qui a proposé ce plan à Trump et qui les a reçus à la Maison-Blanche et qui a mentionné, qui a envisagé que Tony Blair soit placé à la tête de l'entité de transition de Gaza. Donc ça, c'est des choses qui sont matérielles. Ça, c'est et ce ne sont pas, et ça c'est un point important, ce ne sont pas des pour le coup, des éléments qui viennent d'autres traditions intellectuelles. Oui, mais le Doge, par exemple, ça a effectivement incontestablement existé, mais ça n'existe quasiment plus. Il est resté, en fin de compte. Bien sûr, en fait, je pense qu'il faut placer exactement quel est le niveau de l'argument. Le niveau de l'argument, c'est peut-être une surinterprétation qui est faite du livre, mais c'est pas de dire ce qu'est le Trumpisme dans l'absolu, ce n'est pas de dire ce que va devenir la puissance américaine, ce n'est pas d'expliquer l'entièreté de la redéfinition idéologique en cours au sein du Trumpisme, c'est d'essayer de fournir un premier décryptage d'une idéologie complètement nouvelle à la fois dans sa forme et relativement nouvelle dans les thèses qu'elle défend. Et donc à la fois de cartographier, de montrer comment ça a émergé et la manière dont, les thèses politiques que défendent ces auteurs. Et une fois, à mon avis, qu'on a compris ça, on peut ensuite se poser la question de savoir ce qui passe, savoir par où ça passe, parce que là, on a mentionné des figures, mais l'élément essentiel pour moi de l'effet de cette contre-culture numérique, c'est pas sur les grandes figures, c'est sur la jeune garde républicaine qui était absente en 2016 et qui est arrivée, et ça a été très bien montré par Marlène Laruelle, qui était à Washington au moment du changement de régime, où en fait, il y a des centaines de jeunes républicains qui sont arrivés sans expérience de l'administration et qui sont arrivés au fait aux portes du pouvoir. Et en fait, ces gens ont grandi dans un bain culturel, même contre-culturel, qui était dominé par l'extrême droite, et notamment par ces idées néo-réactionnaires. Ces gens-là, et ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps à par des gens comme Nick Fuentes, et qui sont beaucoup moins structurés. Absolument. Oui, effectivement, la génération Z du Parti républicain qui va avoir un vrai problème. Et il y a quelque chose à étudier, c'est-à-dire la manière dont ces acteurs politiques se saisissent de ces idées. Parce qu'il y a évidemment, et il ne faudrait pas imaginer non plus une vision caricaturale dans laquelle ces auteurs sont pris tels quels, que Nick Fuentes est pris sérieusement par les jeunes intellectuels qui sortent des Ivy League américaines. C'est évidemment pas le cas. Il y a une forme d'ironie. Oui, mais la question même de l'ironie, c'est ça, c'est qu'est-ce qui passe. La question de l'ironie est en soi une forme de sérieux, quoi. C'est un peu compliqué à partir de... Voilà, et ça, c'est des choses qui vont devoir continuer à être étudiées. Moi, je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, mais c'est l'étude des circulations de ces idées néo-réactionnaires. Pourquoi est-ce que des entrepreneurs des entrepreneurs de la tech se saisissent de certaines de ces idées, certaines de ces métaphores? Est-ce que c'est purement opportuniste? Est-ce qu'il y a une forme de conviction idéologique? Pourquoi est-ce que certains acteurs politiques le font également? Et chose qui est très intéressante, dont on n'a pas parlé parce que ça dépasse de loin cet ouvrage, mais qui me semble important d'ouvrir, c'est la circulation entre les différents, transnationales, internationales de ces idées, parce que, et ça c'est une découverte qui est pour moi assez récente, mais les intellectuels russes, les intellectuels chinois lisent ces auteurs. Et réciproquement. Et ça, c'est clairement, et pas seulement les néo-réactionnaires, des gens comme Bannon ont lu Dugin, Alexandre Dugin, le fou, on peut dire, l'essayiste complètement cinglé russe, plus ou moins proche de Poutine selon les... Qui, en ce moment, se passionne pour la néo-réaction. Donc, il y a un aller-retour. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi, et c'est à ça que j'espère aussi contribuer, c'est-à-dire de décrypter ce qui est en cours, qui est manifeste, dont on ne parvient pas exactement à placer un parfait qualificatif dessus, mais cette espèce de retournement, de rupture géopolitique, ou au moins dans la manière dont ces différentes puissances illibérales racontent ce qu'on est en train de vivre, le récit qu'elles nous imposent comme étant une fin de l'ère démocratique. Alors, est-ce que c'est effectivement ce qui est en cours? Est-ce que c'est le récit idéologique auquel il faut résister? Ça demande à être étudié, analysé. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ces pensées néo-réactionnaires, cette idéologie néo-réactionnaire, a été appropriée par les élites économiques et politiques américaines, c'est parce qu'en fait, elle correspond à l'époque. Je pense que Yarvin n'est pas du tout un prophète, c'est parce qu'en fait, ça correspond à quelque chose de l'ère du temps. Voilà, il a fourni la grammaire idéologique qui permet parfaitement de justifier une posture impériale du point de vue américain. Qui va avec, on va s'arrêter là, mais qui va avec une certaine fascination des élites américaines, en particulier républicaines,
pour, par exemple, des formes de non-démocratie, d'États non démocratiques dans les États du Golfe, des monarchies du Golfe, par exemple. Ils sont clairement fascinés par ça. Éventuellement, dans le cas de Dugin, par exemple, par l'Iran. Enfin, il y a une sorte d'attirance pour des formes de gouvernement qui échappent à tout contrôle démocratique et libéral. Et de la Chine, vous en parlez dans le livre, mais il y a une fascination de ces gens pour le système chinois. Absolument. Ce qui peut paraître paradoxal. Et enfin, allez-y. C'est que ce qui est intéressant, c'est que la justification de la transition politique à l'échelle des États-Unis est motivée par la compétition avec la Chine. Bah oui. C'est-à-dire qu'ils prennent pour acquis l'idée qu'on est entré dans une ère des empires, d'une confrontation entre l'empire américain et l'empire chinois, et que cette confrontation est aussi une course à la technologie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut à la fois faire une transition politique pour passer de la forme démocratique à autre chose, et donc à une forme impériale plus efficace, et aussi du point de vue technologique, ça passe par une dérégulation. C'est-à-dire que là, le grand problème de la démocratie, c'est qu'elle fournit des normes morales qui empêchent l'innovation technologique. Et c'est pour ça qu'on a une alliance de la droite tech avec des droites plus réactionnaires ou conservatrices classiques. C'est parce qu'il y a Trump est porteur de l'idée d'une dérégulation technologique dans la concurrence avec la Chine. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera bientôt, la question de la dérégulation, parce que c'est en plein... Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va s'arrêter là aujourd'hui. On a essayé de faire un point autant qu'il était possible sur ce courant très paradoxal, puisque c'est quand même un courant qui prône les anti-lumières dans un pays dont la constitution dépend complètement des Lumières, en fait. Donc c'est un pays, c'est une idéologie totalement autodestructrice, ce qui est quand même un des paradoxes de l'époque aussi. Oui, mais en fait, leur proposition, c'est pour ça qu'ils ont choisi le terme lumière sombre, c'est la modernité sans les lumières. Voilà, ouais. Voilà. Donc la technologie, en fait, et sans la science. Absolument. Merci Anno Miranda. Je rappelle le titre du livre, Les Lumières sombres, chez Gallimard, collection Le Grand Continent. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un prochain épisode de Ligne de Force. Et n'oubliez pas de vous abonner.